où vous n'allez pas y arriver et où tous les musiciens ont été mis. Bien, sans savoir du tout, évidemment. Je demande à ma mère. C'est vrai? Oui, j'ai envie de dire. Non, je n'ai jamais fait de campeur. Mais vous faites bien le campeur. Ben, c'est un rôle de Et composition. 70% des hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je vous le dis droit dans les yeux. Bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Maître Sandrine Pégan. Je suis très fier que cette femme soit avec nous ce soir. Déjà, parce qu'elle est engagée dans la défense des droits de l'homme et puis aussi parce qu'elle s'occupe de dossiers médiatiques vraiment passionnants. C'est une avocate qui exerce depuis presque 18 ans et vous l'avez peut-être déjà vue à la télévision ou plus récemment sur RMC dans Les Grandes Gueules. Ce soir, nous allons essayer de vous emmener dans les coulisses d'un métier fascinant. Vous allez découvrir les secrets qu'un avocat doit garder, les difficultés du quotidien et toutes ces questions que beaucoup de gens se posent sur cette profession qu'on ne connaît pas vraiment. Vous allez plonger dans un univers fascinant, souvent méconnu, plein d'histoires, de révélations, de secrets qu'on ne voit jamais à l'écran. Bref, ce soir, préparez-vous, ça va être captivant. Bonsoir, vous venez, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais de recevoir le prix de l'excellence de l'Assemblée nationale. C'est vrai, j'en suis assez fière. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est un peu une consécration quand même. Mais je me Qu'est-ce sens... que ça signifie déjà pour ce titre ? C'était un prix pour l'intégralité de mon engagement par rapport à mon métier, et notamment donc, la défense des opprimés, de ceux qui ont besoin d'avoir une justice et d'avoir une défense digne de ce nom. Donc j'étais assez, on va dire, je me sentais pas vraiment légitime à avoir ce prix parce que pour moi c'est tellement une évidence de défendre ceux qui en ont besoin. C'est comme ça que je suis construite. C'est dans mon ADN, donc voilà. Mais j'étais très très fière et c'était un très joli moment. C'est un accomplissement. C'est un accomplissement, oui. Et ça va venir à ma question, du coup, pourquoi avoir voulu exercer ce métier d'avocat ? On le sait, vous vous engagez beaucoup pour la défense des droits de l'homme. Donc je vous pose la question, pourquoi ce métier ? C'est un peu cliché, mais malheureusement, c'est aussi ce qui m'est arrivé. C'est depuis toute petite. Dans la cour de récréation, déjà à l'école, quand je voyais mes camarades qui se faisaient gronder et que c'était injuste, et ben viscéralement, j'avais quelque chose qui me prenait et je me disais, c'est pas possible. Et du coup, ben, j'allais naturellement les défendre. Et à chaque fois, je trouvais les bons mots, comme si j'étais un procureur. Et dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation. Après, donc, j'allais voir les professeurs, les maîtresses, parce qu'à l'époque, c'était des maîtresses. Et du coup, donc, voilà, je défendais naturellement mes camarades parce que je trouvais ça injuste. Donc, en fait, l'injustice, vraiment, c'est depuis toute petite ancré en moi. Et c'est la raison pour laquelle, après, je me suis dit que c'était naturellement le métier. Je voulais, voilà, dans l'avenir, défendre. Je ne voyais rien d'autre faire. À part être vétérinaire, à un moment donné, on a tous envie de soigner les animaux. Mais non, après, ça, c'était inscrit comme ça dans ma trajectoire. Alors, vous faites vos études de droit. Ensuite, par la suite, vous ouvrez votre cabinet directement ? Alors, la chance que j'ai eue, parce que dans mon parcours, il faut quand même le préciser, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Mais après, il faut savoir saisir les opportunités aussi, hein, parce qu'il faut se créer sa chance. Mais j'ai eu de la chance, pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite été dans un cabinet avec un confrère qui malheureusement a été radié depuis, mais qui était très prestigieux à l'époque, Maître Karim Achoui. D'accord. Est-ce que ça vous parle ? Non, pas du tout. Alors, c'est Mais il a le même prénom que moi. Ah, exact, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement. C'est l'avocat, entre autres, qui a été connu pour avoir cassé des procédures dans des dossiers assez importants. Et malheureusement, il a un peu défié aussi la chronique, puisqu'il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour avoir aidé Antonio Ferrara à s'évader de la maison d'arrêt de Fresnes. D'accord. Donc ça vous parle un peu. Là, ça me parle mieux. Mais vous étiez trop jeune, c'est pour ça. Non, là ça me parle. Ouais, voilà. Bon, après, il a été en appel, il a été acquitté. Mais donc voilà, donc j'ai tout de suite après avoir prêté serment, j'ai intégré son cabinet. Et comme malheureusement, il a été incarcéré puisqu'il a pris 7 ans en première instance, il a fait 51 jours de détention. Mais en même temps, moi, j'étais à la télé. J'étais donc dans l'émission Sans aucun doute. Ça faisait à peine 6 mois que j'avais prêté serment. J'étais un bébé avocat. Et donc, j'étais déjà à la télé. Donc, du coup, la télé plus Karim Achoui, qui était incarcéré. Donc, ça me faisait beaucoup de visibilité. Donc, Et c'est là où vous êtes dit, il faut que j'ouvre mon cabinet. Voilà. Donc, j'avais même pas 1 an d'avocature que j'étais déjà... Vous aviez quel âge ? J'avais... C'est une bonne question. J'avais une trentaine d'années. J'avais 30 ans. Ouais, 29 ans.
Et donc je me suis associée avec mon associé, avec qui je suis toujours associée depuis 17 ans, D'accord. qui s'appelle Jean-Yves Chaban. Parce que je ne voulais pas monter mon cabinet toute seule. J'avais besoin d'être avec quelqu'un. Je me disais que voilà, c'est mieux de partager les expériences. D'accord. Et j'ai rencontré mon frère, puisque je l'appelle comme ça. C'est le frère que je n'ai jamais eu et je suis la sœur qu'il n'a jamais eue. Et donc on est ensemble depuis 17 ans. Et lui, il fait tout ce qui est droit fiscal et droit des sociétés. Quel a été votre premier gros dossier? Celui qui a lancé votre carrière, j'ai envie de dire. C'est celui qui... A explosé votre agenda. Alors du coup, qui a été aussi très prenant émotionnellement parlant. C'est un homme qui avait 75 ans à l'époque des faits, qui a décapité sa femme, qui lui a coupé les mains et qui lui a enlevé le cœur et le poumon gauche. Ah ouais. C'était un dossier qui était très médiatique. On a fait beaucoup de plateaux télé, beaucoup de documentaires, puisque bon, bah, forcément c'était assez important, d'autant qu'on n'a jamais retrouvé la tête. Non. Voilà. Et alors du coup, pendant toute la séance aux assises en appel, puisque moi je suis intervenue en appel, il avait déjà pris perpétuité en première instance. Il m'a vu au fond de sa cellule sur son petit écran, puisque j'étais donc à la télé sur TF1, et donc il s'est dit tiens, celle-ci, elle va me défendre en appel. Et donc en appel, je l'ai rencontré, et donc il avait 77 ans, puisqu'à l'époque des faits, 75, 77 ans ensuite. Et donc voilà, et malheureusement, je n'ai pas pu non plus faire de miracle, puisque tout était contre lui. Mais donc pendant toute la semaine aux assises en appel, eh bien c'était millimétré. Toutes les 15 minutes, il y avait la famille de la défunte qui nous disait « Dis-nous où t'as mis la tête, rends-nous la tête ». Comme elle était de nationalité, de confession juive, il fallait à tout prix qu'elle soit... Oui, le corps soit entier. Exactement, pour qu'elle puisse être inhumée. Aujourd'hui, la tête, toujours pas. Alors, mon client est décédé. D'accord. En prison. Il était déjà vieux, hein, donc les conditions d'incarcération aujourd'hui, on sait ce que c'est. Et non, il n'a jamais donné le lieu où se trouve. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère. C'est incroyable. Alors, on pense qu'il a conservé la tête dans du formol. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà à l'époque, il collectionnait les corps de ses pieds. D'accord. Vous voyez les corps là sur oui. vous voyez ça. Et en fait, parce qu'il y avait une émission à la télé, ça s'appelait Le Quid. D'accord. Et c'était une émission qui collectionnait. Donc voilà, c'était une émission qui faisait en sorte de collecter des choses les plus farfelues. Et lui, il s'est dit tiens, je vais commencer à collectionner les corps de mes pieds. Donc, les corps. Attends, qu'on soit d'accord. Les corps, c'est la peau. Oui, c'est ça. D'accord. Il collectionnait la peau de ses pieds. Oui. Des petites excroissances là. De ses pieds à lui. De ses pieds à lui. D'accord. Et donc quand il y a eu perquisition chez lui, il y avait des Tupperware dans du formol avec les corps de ses pieds. Et malheureusement, l'émission s'est arrêtée, mais lui il s'est dit je suis sûr qu'elle reviendra au goût du jour. Et il s'est dit je vais continuer cette collection. Et donc voilà, c'est pour ça que le mystère est toujours entier, mais on pense qu'à un moment donné, il a dû garder la tête de madame dans du formol. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont ubuesques, mais qui font notre métier. Ouais, c'est assez impressionnant, même très passionnant. On va y venir au cours de cette émission sur vos plus grandes affaires. Maître, quel a été le moment dont vous avez été le plus fier dans votre carrière? Vous auriez dû m'envoyer les questions en amont. Même si je sais que avoir reçu ce prix à l'Assemblée, c'est une très grande fierté. Peut-être quelque chose d'autre, peut-être une victoire? En fait, c'est pas vraiment une victoire en particulier. Karim, il faut que vous compreniez une chose. C'est que nous, en fait, quand on est avocat, en partie de la défense, même si de temps en temps je fais aussi des parties civiles, de pouvoir sortir les gens de la nasse, c'est quelque chose qui est tellement gratifiant. Et en fait, c'est pas forcément un dossier en particulier qui fait que, mais quand on voit que les gens sont vraiment englués dans des situations et que grâce à nous, grâce à notre intervention, grâce au fait qu'on a décortiqué tout ce qu'il y avait dans le dossier pour pouvoir faire rejaillir la vérité et la réalité et donc leur innocence, mais c'est extraordinaire. Et c'est en cela qu'à chaque fois, quand j'ai la possibilité de gagner, parce qu'on ne gagne pas à chaque fois, voilà, quand on gagne... fierté. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne peut être que fier, mais au-delà. C'est-à-dire qu'on sait qu'on sert à quelque chose. Vous êtes à la télé depuis longtemps, on l'a dit, vous avez fait vos débuts sans aucun doute. Oui. En plus, il y a 2 semaines, on a reçu Maître Sylvie oui, j'étais avec elle. Novakovic.
Alors vous connaissez. j'étais avec elle sur la version sans aucun doute en quotidienne sur TMC. D'accord. Avec Julien Courbet. Parce que la première fois, j'étais sur TF1 et c'était Christophe Moulin qui avait changé, qui n'était plus, c'était plus Julien Courbet. Il avait remplacé donc justement Julien Courbet. Et donc ils avaient changé toute l'équipe. Donc Sylvie Novakovic n'y était plus. Et ensuite, l'émission s'est arrêtée sur TF1 puisque c'était en hebdomadaire. On faisait quand même 1,5 million de téléspectateurs par soir. C'était quand même, c'était dingue. Et aujourd'hui, Oui. phénoménal. C'est ça. Et quand Julien Courbet a voulu reprendre le concept, il l'a fait en quotidienne et on est parti sur TMC. Et c'est là que j'ai eu la chance et l'honneur, puisque j'apprécie beaucoup Sylvie, d'avoir été avec elle dans l'équipe. Donc on l'a dit, sans aucun doute. Ensuite, vous avez continué. Aujourd'hui, vous faites sur RMC Les Grandes Gueules. On vous voit aussi dans beaucoup de chaînes en continu. CNews, BFM. Aujourd'hui, est-ce que cette lumière médiatique vous apporte du bien dans votre métier, pour vos clients aussi, ou bien l'inverse? Plusieurs choses à aborder par rapport à cette question-là. En tant qu'avocat, on est énormément, ne serait-ce que sur la place de Paris et sur toute la France, donc il faut forcément à un moment donné se démarquer. Donc il faut être visible, il faut être populaire. Bien sûr qu'après, il faut être sur le terrain, parce que si vous êtes qu'à la télé et qu'on ne vous voit jamais dans les prétoires, ni en train de plaider, que vous n'avez pas de résultat, ça ne servira à rien non plus. Donc le bouche à oreille, il se fait aussi en priorité et surtout en premier par rapport au dossier qu'on défend et aux résultats que l'on obtient. Maintenant, oui, c'est un besoin d'être visible et donc d'être populaire et donc d'être à la télé. De faire de la pub, un peu. Oui, c'est ça, parce que, grosso modo, mais c'est pas juste de la pub, attendez, je suis la meilleure avocate, prenez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour aussi expliquer le système judiciaire, le système pénal français, de donner notre position. Et là, avec les grandes gueules, j'ai une opportunité incroyable. C'est-à-dire qu'on me donne un micro, ils ne savent pas ce que je vais dire, et ils me laissent la liberté de pouvoir prononcer ce que je veux. Donc je peux donner mon avis sur tout ce qui se passe, que ce soit économique, que ce soit sociétal, que ce soit politique, et donc voilà, faire un peu bouger les lignes, et faire en sorte que ma petite voix, à un moment donné, soit entendue pour essayer de montrer aux politiques ce qui peut se faire de bien au niveau de la justice. Parce que nous, au moins, donc on a les mains dans le cette cambouis. scène médiatique vous donne du bien pour votre publicité, j'ai envie de dire. Ah bah oui, Voilà. Je ne vais pas Mais le renier. Est-ce que ça peut vous porter préjudice, peut-être dans des affaires, peut-être dans des affaires que vous traitez, ou peut-être... Alors ne me portez pas l'œil, Karim, parce que jusqu'à présent, ça va. Je n'ai pas eu de soucis. Puis de toute façon, j'assume tout ce que je dis et je n'ai pas eu de procédure. Mais à partir du moment où en fait on fait les choses et on les sent justes, ces choses-là, il n'y a pas de raison que ça nous porte préjudice. Maintenant, on se sert aussi de la télé, on se sert aussi de la presse écrite, quand on veut faire avancer des choses dans les dossiers, parce que la justice, on le sait, c'est le mal du siècle et beaucoup trop lente, les procédures sont trop longues, et parfois de faire appel à des journalistes et de faire ressortir le dossier, de sortir un bon article, oui, ça fait un peu bouger les choses. Vous êtes aujourd'hui, on vous a vu, encore en ce moment, ce matin, vous y étiez dans les grandes gueules sur RMC. Que l'on dit les GG. Les GG. Ouais. Ah, on dit plus maintenant les GG. Ouais, c'est ça. Ça fait plus classe. Ouais. Et vous m'avez impressionné ce matin. Ah. Je vous ai vu face à Monsieur Ruffin. Oui. Et je vous ai trouvé très impactante dans ce que vous... Voilà, vous n'avez pas peur. Merci Karim déjà d'avoir pris le temps de regarder cette émission, parce que c'est quand même 3 heures. Vous n'avez pas peur de dire des choses qui dérangent? En fait, c'est... Dans les GG, la chose la plus importante, c'est qu'en fait, finalement, on porte la voix des Français. Donc, ce que les gens ne peuvent pas dire tout haut, c'est nous, on est un peu leur porte-voix. La voix du peuple. C'est ça. Donc, quelque part, moi, je suis très pragmatique et j'ai regardé son programme à Monsieur Ruffin, qui a encore besoin d'être étoffé, mais je me disais, ce mec-là, il se fout de la gueule du monde, en fait. Parce que donc, lui, il est producteur, il a écrit plus d'une vingtaine de livres, il a fait des longs métrages, etc. Donc, de toute façon, il a des sources de revenus à côté. Donc, ils ne viennent pas nous faire croire qu'il est du côté des travailleurs pour dire, voilà, moi, je serai un président smicard. D'ailleurs, c'est déjà le cas en tant que député. Mais pourquoi j'aurais peur ? Parce que de toute façon, c'est quelque chose auquel je crois. Donc, et j'ai envie d'avoir la réponse. Et puis, si aujourd'hui, on a peur, on ne fait plus rien. Exactement. Et la peur n'évite pas le danger. Exactement. Et c'est un peu ce que je dis aussi à mes élèves avocats quand je les ai à mon cabinet pour les former. Il faut leur dire non, le culot. Exactement. En tout cas, vous l'avez, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, déstabilisé. Pour vous, parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'être avocat, ce que vous faites dans les grandes gueules. Voilà, vous êtes, on va dire, chroniqueuse, vous êtes, voilà,
C'est un autre métier. Oui, c'est un autre métier. En fait, c'est bien d'exercer son métier donc dans les prétoires. C'est extraordinaire aussi d'avoir la chance de pouvoir l'exercer à la télé, de pouvoir expliquer aux justiciables ce système judiciaire qui parfois est très complexe. On l'a bien vu avec l'affaire Palmade. Alors en fait, il était écroué, puis il était placé sous surveillance électronique, mais en fait, il était encore à l'hôpital, mais ses jours de peine étaient quand même décomptabilisés. Bref, c'était... Donc nous, on a besoin d'être là sur le plateau pour expliquer un peu, pour vulgariser, pour rendre un peu plus accessible ce système. Et après, quand on est aux grandes gueules et que j'ai la possibilité de donner mon avis sur ce qui se passe en politique, sur ce qui se passe au niveau de l'économie, au niveau même du monde, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est une opportunité que je suis très très contente d'être dans cette émission, vraiment. Et je remercie toute l'équipe et la production de m'avoir On peut dire qu'il y a deux recrutée. entités. Il y a Maître Sandrine Pégan et il y a celle qui est dans les GG. Oui, mais Donc bon, je vais poser une question à celle qui est dans les GG. Oui. Pour vous, en question politique, le candidat le plus crédible Pour pour les municipales ou pour les présidentielles? Pour les présidentielles. Ben, pour l'instant, on ne sait pas encore, puisqu'ils ne se sont pas tous déclarés. Donc, ils ont encore une petite année devant eux. Pour l'instant, je ne vois rien dans l'échiquier politique qui me donne envie de m'engager dans cette voie-là. Donc, j'attends d'être surprise. Mais pour l'instant, je reste encore assez indécise, parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un de charismatique. Ça y est, on n'en peut plus, là. On ne peut plus rester avec... Bon, d'une part, lui, il ne restera plus, hein, Monsieur Macron. Mais voilà, il nous faut quelqu'un à la hauteur, quand même, de nos ambitions et des ambitions de la France. Il faut quelqu'un qui puisse être... Qui a les épaules pour l'international. Les épaules pour l'international, mais ne serait-ce même que pour les Français à la base. Je veux dire, on est tellement tous là en train de regarder ce que l'on a dans notre poche au niveau de nos sous. D'ailleurs, on en parlait encore ce matin, que la France creuse encore plus l'écart avec l'Allemagne et avec la Pologne au niveau du PIB. Donc la France est de moins en moins riche. Il faut ramener les industries en France, il faut ramener les grands patrons, parce qu'on est plus un pays de service qu'autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est de moins en moins riche et que les Français ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Et même moi, hein, en tant qu'avocat, je vous le dis, parce qu'on a toujours le sentiment que, en tant qu'avocat, on gagne très bien sa vie. Celle-ci, pourquoi elle parle alors qu'elle roule en SUV, etc. Mais sachez une chose, c'est que chaque fin de mois est un miracle. C'est-à-dire qu'on est tellement taxé. Je dois payer un URSSAF incroyable. J'ai tellement l'impression que Même vous, aujourd'hui, qui êtes une avocate réputée, aujourd'hui, vous sentez les fins de mois? Ah oui, vraiment. Bah oui, parce que, je vous dis, l'URSSAF, en fait, nous ponctionne tellement que j'ai le sentiment que c'est un membre de la famille. Tellement, vous voyez, c'est pour vous dire, j'exagère, je suis un peu marseillaise, donc j'ai toujours aussi... Mais vous arrivez à vous offrir ce que vous voulez? Eh bien, c'est compliqué, parce que quand on doit payer toutes nos charges, quand on doit payer donc, les bureaux, quand on doit payer nos collaborateurs, quand on doit payer l'URSSAF, quand on doit payer notre ordre des avocats, quand on doit payer le standard téléphonique, c'est vrai, hein, c'est des petites choses, mais mis bout à bout comme ça, c'est compliqué parce que les clients... finalement, ils n'ont pas non plus autant d'argent, parce que tout le monde est dans la même situation, donc tout le monde a des fins de mois compliquées. Donc on est obligé de jongler, et oui, je vous avoue que c'est pas facile tous les mois, mais on s'accroche, raison pour laquelle on doit aussi être visible, continuer à être dans la popularité, de façon à ce que les gens aient envie de nous confier leur dossier. Et après, voilà. Vous avez travaillé aussi avec Morandini? Oui. Vous seriez prêt aujourd'hui à retravailler avec Morandini? Pas le moins du monde. Et je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il soit évincé de la chaîne pour laquelle il travaille actuellement. C'est très fort ce que vous dites. Oui, mais je l'assume complètement. J'ai travaillé... Vous le dites pourquoi? Parce qu'il a été mis coupable? Il est condamné définitivement dans les deux dossiers. Parce qu'il est condamné, Il est condamné dans des affaires sexuelles. Donc c'est pas la même chose. Ça, c'est contre votre... Ah oui, c'est contre mon éthique, oui, complètement. Il y a des personnes qui ont été évincées de leur travail, je ne parle même pas de la télé, pour moins que ça. Donc à partir du moment où on essaye de se donner une bonne image avec des valeurs auxquelles soi-disant on croit, alors donc dans ces cas-là, on ne devrait pas en tout cas laisser une personne qui a été condamnée définitivement pour corruption de mineurs, pour harcèlement sexuel sur des mineurs, voilà, au sein... Exactement. Quand bien même il n'a pas été condamné condamné à ne pas exercer son métier. Mais voilà, il n'est pas légitime à parler de problèmes sexuels sur les mineurs, de proxénétisme, de ce genre de choses. Ce matin encore, il y avait donc le fait divers avec cette adolescente qui a été séquestrée et qui a été torturée par d'autres mineurs. On ne sait pas s'il y a des violences sexuelles, mais voilà, ce genre de choses, il
il n'est pas légitime à pouvoir en parler. Maître, y a-t-il un dossier dans votre carrière où vous vous êtes dit « Ah, celui-là, je n'y arriverai pas ». Ah non, alors là, jusqu'à présent, je n'ai eu aucune clause de conscience, parce qu'on appelle ça une clause de conscience. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut refuser un dossier, non pas parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, on ne va pas être à la hauteur, on sait déjà qu'on ne va pas gagner ». Non, c'est la clause de conscience, c'est se dire qu'on n'est pas raccord avec la ligne de défense du client. Vous avez déjà refusé? Je n'ai refusé aucun Vous n'avez dossier. jamais refusé? Non, jamais. Vous pouvez défendre n'importe qui? Oui, vraiment. J'ai aucun problème avec ça. Et alors, je vais même vous dire, Karim, Oui. vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'estime que je serais arrivée au top de ma carrière si je pouvais défendre une femme qui a tué ses bébés. J'ai envie de comprendre psychologiquement ce passage à l'acte. Parce qu'on est là pour enfanter, et puis finalement, une fois que les enfants sont là, on les tue, on les... Voilà, et j'ai envie... C'est la chose la plus insensée, j'ai envie de dire, Oui, voilà. de Parce l'humain. que dans notre métier, en fait, on ne cautionne jamais les actes que nos clients ont commis, bien évidemment, mais on a toujours besoin de comprendre pour mieux expliquer. Puisqu'on est aussi le porte-voix de nos clients, quand malheureusement, eux, Bien ils sûr. ne savent pas maîtriser la langue française, ou ne serait-ce que les mots, comme nous, on peut le faire, parce Bien que sûr. nous, on s'en sert comme une arme. Mais voilà, intellectuellement, c'est toujours, je trouve, nourrissant et enrichissant. Peut-être que... En gros, aujourd'hui, vous ne comprenez pas, mais vous aimeriez comprendre. Exactement. Et c'est pour ça que je voudrais assister une femme qui... Vous défendez les terroristes? Alors, j'ai déjà été approchée. J'ai été dans le dossier de Samuel Paty. D'accord. Et puis, donc j'étais avec... Côté accusé? Côté accusé, donc un des mis en examen. Et puis après, on ne s'est pas entendu aussi sur... pour être très franche, sur les honoraires. Donc, je l'ai gardé comme client quelques mois, et puis après, on ne s'entendait plus, donc je ne peux pas non plus travailler pour la gloire. Mais ce client-là était dans la volonté de parler, était dans la volonté d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'était C'est pour ça que vous avez accepté? Oui, voilà. À partir du moment où la personne veut parler, quand bien même elle soit dans le déni ou pas, mais... il faut qu'à un moment donné, on puisse, nous, avoir matière à défendre. Sinon, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'on dit à un terroriste pour sa défense? Qu'est-ce qu'on peut... Dans ce dossier en particulier, c'était un gamin de 18 ans. Donc, il était instrumentalisé. Je voyais bien qu'il y avait encore la possibilité de le sauver. Il n'était pas embrigadé véritablement. Il y avait encore quelque chose qui pouvait le raccrocher à la réalité. Et donc, Vous arrivez à avoir de l'empathie sur ces personnes? C'est ça qui fait peut-être que vous arrivez à les défendre? Alors, lui, pour le coup, j'en ai eu, puisque j'ai bien senti, de par son parcours, que finalement, c'était presque une porte de sortie pour lui, parce qu'il avait... Bon, je ne suis pas là pour faire dans le misérabilisme, mais pour essayer de créer de l'empathie par rapport à cet individu-là. Mais c'est vrai qu'il a eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, il s'est rapproché de personnes qu'il n'aurait pas dû et qui l'ont manipulé parce qu'il était dans une situation de vulnérabilité. Voilà. Et puis il y a la maman qui était dépassée. Donc malheureusement, il s'est dirigé vers ça. Et lui, c'était celui qui avait diffusé la décapitation et qui l'avait relayé un peu sur les réseaux sociaux. Et il avait compris après coup que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Mais voilà, il y avait encore possibilité de le sauver. Mais maître, ça doit être dur quand même d'être face à la partie civile et de défendre ce genre d'accusé. Comment vous faites, vous, pour faire face à ça? Alors déjà, Karim, quand on défend, oui, que ce soit un plaignant, une partie civile, ou que ce soit un prévenu, un accusé, je veux dire, on ne doit pas avoir honte de ce qu'on fait. D'accord? On a notre position, on a la ligne de défense de notre client, que ce soit donc côté partie civile, côté défense, mais quand on est face à l'adversaire, on est là et on n'a pas à avoir honte. On se dit, écoutez, moi, je défends mon client, c'est une position. On peut être dans l'empathie et on ne va pas dire à chaque fois que la partie adverse est une menteuse, à moins que ce soit le cas, comme dans les violences conjugales, parce que je peux vous assurer qu'il y a pas mal de personnes, et notamment des femmes, qui peuvent dénoncer des choses qui sont mensongères, ne serait-ce que pour favoriser leur procédure familiale. Les gardes d'enfants, Voilà, ouais, exactement. Ouais. On va être très, très honnête. Mais sinon...
Moi, ça ne me pose pas de difficulté. Vous voyez, regardez, quand je vous racontais par rapport à mon client qui avait décapité sa femme et qui lui avait enlevé le cœur, le poumon gauche, et dont on ne retrouvait pas la tête, et que je faisais face à la famille pendant toute la semaine, et qui me crachait dessus. J'étais escortée par les gendarmes. Comment vous faites pour défendre cet assassin? Mais voilà, il faut que chaque individu ait une défense digne de ce nom, et surtout dans une dignité la plus respectable. Et vous vous retrouvez seul face, des fois, à ces criminels? Peut-être pour préparer la défense. Ah ben oui, toujours. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez jamais peur? Mais alors vraiment, cette question, on me l'a déjà posée, hein, mais même là, donc, au bout de 18 ans d'exercice, est-ce que j'ai déjà eu peur? Jamais. Mais en fait... C'est quoi, c'est du courage? Mais c'est pas du courage, c'est que je vois pas en quoi, d'une part... quelqu'un qui a démembré, enfin qui a enlevé le cœur. Mais alors, il va pas me tuer moi, il va pas me démembrer non, me démembrer. Mais c'est que ça va pas bien dans sa tête. Ah ben lui, il avait été déclaré totalement responsable psychiatriquement. Hein, donc sinon, après, on tombe sur le fait qu'il a été, son discernement aurait pu être aboli et altéré, mais donc là, c'était pas le cas. Mais bon, pourquoi avoir peur? Moi, vraiment, dans ces cas-là, on fait pas ce métier. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes élèves avocats. Ceux qui veulent faire du pénal, je leur dis, ayez bien le cœur accroché, ayez un moral d'acier, parce que c'est vrai que c'est pas évident, les dossiers qu'on défend. Faut se dire, mais en attendant, faut être solide. Sinon, si nous, en tant qu'avocat, on n'est pas solide, alors que le client, le pauvre, il est dans une situation qui est très, très, très problématique, dans ces cas-là, on s'est trompé de métier. Hein. Vous m'impressionnez, parce que alors, j'avais eu, comme j'ai dit, j'ai eu des avocats qui, eux, ne défendent pas tout. Donc, ça m'impressionne un peu d'entendre ça. C'est-à-dire que demain, même un violeur, qui assume qu'il a violé, mais Karim, c'est possible. Mais j'en défends de plus en plus. Alors, figurez-vous que... je trouve ça fou quand même. Toute l'année 2025, j'ai eu, allez, on va dire, 80% de dossiers de viol. Et du côté défense. C'est fou. Et là, en ce moment, c'est plus... Et ça vous fait quand même mal au cœur, ce genre de dossier, ça vous touche? Vous arrivez vraiment à faire la part des choses, à dire, OK, moi, ce que je dois faire, c'est défendre. Mais il y a quand même ce côté à se dire, ah ouais, ce qu'il a fait, c'est hard. Alors, quand ils sont déjà dans la reconnaissance des faits, déjà, c'est une très bonne chose. Oui. Parce que d'une part, ça veut dire que lui, il est dans la rédemption, qu'il a fait un chemin d'introspection, et surtout que les victimes vont pouvoir être reconnues en tant que victimes. Donc déjà, rien que ça, ça enlève ça enlève un poids important pour nous, avocats de la défense. Mais après, humainement parlant, oui, bien sûr, parce que évidemment, si je fais un transfert et je me dis, mon Dieu, si j'avais été à la place de cette jeune fille ou de cette femme qui a été violée, oui, bien sûr, mais je ne suis pas dans ce rôle-là. Moi, mon rôle, c'est de défendre un dossier, de défendre une personnalité, d'expliquer les raisons pour lesquelles il est en arrivé là. Et là, par exemple, cette année, j'ai déjà 2 audiences pour des faits de viol qui sont programmées. Maître, comment vous faites pour couper le soir? Alors, j'ai mon exutoire, c'est le sport. D'accord. Voilà. C'est le sport, j'en fais tous les jours. C'est la transition entre... J'ai besoin d'évacuer, parce que, comme vous disiez, entre les violeurs, les meurtriers, parce qu'en 2026, c'est plus les meurtres, là. Moi, fin 2025, début 2026, c'est plus les assassinats. D'accord. Ah, oui, alors vous voyez, 2025, c'était les viols. Et là, vers la fin de l'année, et depuis le début de l'année... Vous dites ça comme ça, personnellement, moi, ça me fait froid dans le dos. Et non, vous dites ça avec tellement de naturel. Là, je suis dans un dossier qui moi, après, vous allez dire que je suis cynique, mais je suis obligée un peu aussi d'avoir de l'humour noir. Mais donc c'est un de mes clients que j'ai sorti d'affaires en septembre dernier pour violence conjugale. D'accord. Et je l'ai sorti d'affaires dans le sens où donc il est ressorti libre du commissariat. Il devait être jugé dans quelques temps. Donc il était sous contrôle judiciaire, donc il était en liberté. Et au mois de novembre, il a tué le nouveau compagnon de son ex. Par jalousie? Par jalousie. Oh là là. Donc, vous voyez, là, par exemple, je pourrais me dire, c'est un peu de ma faute. Puisque, quelque part, si je ne l'avais pas fait sortir en septembre, en novembre, il n'aurait pas tué le... C'est chaud. Oui, mais je ne suis pas devin. Non, mais bien sûr. Il y avait rien qui prédestinait à ce qu'il soit... Avant de dormir, on y pense. Non. Non. Mais alors, avant de dormir, n'imaginez pas un seul instant que j'ai pas d'empathie, c'est pas ça. Non, c'est je pense, mais avant de dormir, vous faites quoi? Vous comptez les moutons ou vous pensez à vos affaires? Alors, je pense à la gestion de mon cabinet. Donc, même avant de dormir, vous êtes dedans? On y pense en permanence.
C'est-à-dire que, vous savez, c'est un métier avec une grosse pression. Hein. Je veux dire, on a une charge mentale qui est incroyable. Alors déjà, quand on est associé, en plus de ça, il faut quand même boucler les fins de mois, il faut pouvoir payer tout le monde, il faut pouvoir payer toutes les charges. Mais surtout, oui, on a des deadlines, on doit respecter à chaque fois des délais pour les procédures, parce que sinon, si on pète un délai, ce que ça s'appelle comme ça dans le jargon, si on pète un délai, bah, le client peut nous le reprocher et on peut engager notre responsabilité professionnelle. Donc oui, c'est vraiment des choses auxquelles on pense en permanence. Et oui, on pense à la défense de nos clients, on pense aux dossiers, et puis il y a des choses parfois qui nous viennent en pleine nuit, on se dit « Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, en effet, il faut absolument que je regarde dans telle partie de ce dossier s'il n'y a pas un vice de procédure ou ce genre de choses. » Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous avez un soutien dans votre vie personnelle? Un soutien, c'est-à-dire? Oui, un soutien dans votre... Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que... Ah, alors, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Mais je suis en couple et j'ai surtout de la chance d'avoir beaucoup d'amis, puisque donc, je n'ai plus de parents et je suis fille unique. Mais j'ai un entourage exceptionnel. Mais qui comprend votre métier? Vous pouvez, par exemple, votre compagnon, vous pouvez tout lui dire? Alors déjà, on a un secret, donc on ne peut pas parler de nos dossiers. C'est-à-dire que je peux les évoquer, bien sûr, je ne donne pas de nom, mais bon, je ne vais pas ramener en plus mais ça fait du bien d'en parler. Oui, mais j'en parle pas forcément avec mon compagnon. Ça sert à rien de ramener ça à la maison. En revanche, j'en parle beaucoup avec mes amis parce qu'ils sont très friands de ce genre de choses. D'accord. C'est-à-dire que même dans les dîners, alors dis-nous, Sandrine, tu es sur quoi en ce moment? Cette curiosité, c'est l'humain. Le voyeurisme plutôt, c'est même plus oui, curiosité, c'est du voyeurisme. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces ou des pressions à cause de certaines affaires ou de ce que vous avez pu dire dans les médias? Alors, non pas par rapport à ce que j'ai pu dire dans les médias, mais oui par rapport à certaines affaires. Parce que donc, tout ce qui est règlement de compte, tout ce qui est blanchiment d'argent, dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, et là ça m'est arrivé encore, ne serait-ce que très récemment, c'est dans un dossier de blanchiment d'argent, et on parle de sociétés lessiveuses, on est sur 380 millions d'euros détournés avec des stratagèmes et des paradis fiscaux, ce genre de choses. Et ces gens-là se sentent tout puissants. Et donc ils pensent que l'avocat est à leur merci. D'accord. Sous couvert qu'il vous est rémunéré, ils estiment toujours que c'est beaucoup trop. Et pour être très honnête, je leur avais pris 6 000 € pour un appel d'un placement en détention provisoire. Donc je suis allée devant la chambre de l'instruction, je suis allée le voir au parloir, donc à la maison d'arrêt qui était en dehors de l'Île-de-France. Donc tout ça, ça prend du temps, j'ai analysé le dossier, etc. Et je ne l'ai pas fait sortir, parce que malheureusement, de toute façon, le dossier était déjà bien plombé. Je lui avais déjà expliqué, j'avais expliqué à la famille, etc. Et là, à un moment donné, j'ai reçu des menaces, et du coup, j'ai décidé de ne plus continuer dans la défense de cet individu. Bien sûr. C'est quoi ça? C'est les trafics de drogue? C'est quoi? Non, là, c'était le dossier de blanchiment d'argent, et derrière, après, je ne sais pas ce qu'il y a, puisque on était au tout début de l'instruction. Mais voilà, donc j'ai reçu des menaces par téléphone, rembourse-nous, et t'inquiète pas. Au bureau, vous recevez des appels? Ouais, voilà, ouais. Après, c'est sur mon téléphone portable, c'est au cabinet, ce genre de choses. Après, moi, je sors de mon cabinet ou je sors de chez moi, je ne regarde ni à droite ni à gauche. Vous les attaquez, ces gens-là, ou non, vous êtes avocat? Non, enfin, si on commence à chaque fois à attaquer tous ceux qui nous parlent mal, non, mais bon, après on se fait respecter, et, donc je lui ai dit qu'il aille se faire voir, et voilà, j'ai été très ferme, et du coup ils ont pris un autre avocat. Mais bon voilà, c'est quand même jamais agréable, c'est-à-dire qu'on a déjà tellement de choses à penser, et puis ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un vrai travail, et que bon, il y a toujours un aléa judiciaire, et qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, et que bon, si on ne le fait pas sortir cette fois-là, on le fera peut-être sortir la prochaine fois, mais eux ils sont dans l'immédiateté, et ils veulent à tout prix un résultat pour l'argent qu'ils ont donné. Est-ce qu'un avocat est tenu d'un secret avec son client? Un secret total, j'ai envie de dire. Je vois où vous voulez en venir. C'est-à-dire que si mon client venait... Alors admettons, tiens, on va élaborer une hypothèse. Si mon client de septembre, là, que j'avais fait sortir pour violence conjugale, s'il m'avait confié, s'il s'était confié à moi, et s'il m'avait dit, voilà, maître, je vais tuer le nouveau compagnon... Exactement. Est-ce que j'aurais dû prévenir la police? Exactement. Est-ce que pas... Je dirais même pas... J'aurais pu dire, est-ce que vous devez prévenir la police? Non. Non? Non. Le secret est... Vous avez le droit de garder le secret? Oui, secret professionnel. Ça vous est déjà arrivé de garder le secret de choses, j'ai envie de dire, un peu... pas trop chrétien, j'ai envie de dire. Alors,
Une petite anecdote sympathique. J'ai un client qui me désigne. Je reçois une lettre d'un détenu. Il me dit voilà, maître, je vous ai vu à la télé, donc pareil, mais c'est un autre individu. Et là, c'était pour une affaire d'assassinat. D'accord. Et donc, je fais le nécessaire pour avoir le permis de communiquer. C'est ce qu'on appelle un permis de communiquer, un document pour qui nous autorise à aller en détention. Je vais le voir, donc je vais le voir au parloir. Ça dure 3 heures. Il me raconte l'histoire. Donc, j'avais l'impression que j'étais devant une série télé. Et il me raconte que avec 2 de ses comparses, ils sont allés dans une maison, c'était un bijoutier. Ils avaient appris quelques jours plus tôt que ce bijoutier planquait des lingots d'or dans son faux plafond. Et il s'était renseigné, et ce bijoutier, ce soir-là, n'aurait pas dû être au sein de son domicile. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par le garage, ils étaient quand même armés au cas où, et il s'avère que malheureusement, ils étaient mal renseignés et le propriétaire était présent. Le bijoutier était là. Et donc le client m'explique que malheureusement, il en est arrivé à le tuer. Et il me raconte tout ça. Donc voilà, ça dure 3 heures, et puis à la fin, il me dit, bon, maître, on est bien d'accord, je n'ai rien fait. Et vous répondez quoi? Eh bien, alors, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, moi, en fait, je défends un individu, mais je défends surtout un dossier. Et donc, si dans le dossier, il y a tous les éléments qui sont présents pour asseoir la culpabilité de mon client, bon, je ne suis pas magicienne, hein, mais s'il n'y a ne serait-ce qu'un doute, je m'engouffre dans ce doute, parce que le doute doit profiter à l'accusé. Et à partir du moment où la police n'a pas bien effectué son travail, que le droit n'a pas été respecté, c'est notre devoir, nous, en tant qu'avocats, de faire en sorte que la procédure soit déclarée irrégulière et que le dossier soit on va dire... Et vous comprenez que ça peut déranger? Bien sûr. Ça peut déranger les spectateurs, ça peut déranger les... Je vais même vous dire, je défends aussi des policiers. D'accord. Et figurez-vous qu'en fait, ils sont très contents quand finalement on utilise les mêmes méthodes pour défendre les voyous que ceux qu'ils arrêtent, mais à leur corps défendant. Donc en fait, vous voyez, finalement, ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Donc parce que quand eux, malheureusement, ils sont aussi dans la machine judiciaire qui commence à être broyée, ils sont bien contents qu'on puisse les faire sortir. Et d'ailleurs, dans un dossier de grand banditisme corse où il y avait des policiers qui étaient mêlés, on a réussi, nous, en tant qu'avocats de la défense, et je défendais des policiers, à faire en sorte que le tribunal soit déclaré incompétent. Donc voilà, donc ils sont quand même très contents parce que du coup, on sauve leur carrière, on sauve aussi leur vie de famille, tout ça. Donc, on utilise toutes ces méthodes-là, même pour des personnes qui font le nécessaire pour mettre sous les verrous les personnes qu'ils interpellent. Un petit exemple, si une personne se fait arrêter par la police et va en garde à vue. Pour quel fait? Ah oui, c'est vrai. Peu importe. Ok. Par rapport à ma question, peu importe. D'accord. Est-ce que vous le conseillez fortement de prendre un avocat ou pas? Évidemment. Alors, d'une part... Parce qu'il y en a qui ne prennent pas d'avocat. Alors, ils ne prennent pas d'avocat peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'en prendre un. Ou non, ils se trouvent innocents. Ils se disent, je reprends l'affaire qui a cartonné sur les réseaux avec Maître Novakovic qu'on a reçu, l'affaire Omar Haddad. Oui. Omar, il n'avait pas pris d'avocat au début parce qu'il savait qu'il se sentait innocent. Bon, après ça, c'était dans un autre temps. Hein. Aujourd'hui, si la situation se reproduisait, Mais parce que les policiers, ils sont pas obligés de dire, oui, prenez un avocat, on vous conseille fortement de prendre un avocat. Bon, alors, on n'est pas dans une série américaine, quoi. Non, mais bon, maintenant, c'est un petit peu plus ancré dans les mœurs, quand même. Et D'accord. puis, les policiers, bon, ils essayent toujours un petit peu de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avocat, parce qu'on est encore considéré comme l'œil de Moscou pendant la garde à vue, et puis parce que, surtout, les procédures sont encore plus longues, c'est-à-dire que les délais pour pouvoir procéder à l'audition, s'il n'y a pas l'avocat, c'est pénible. Donc, bon, après, c'est à l'expiration. Il ne faut pas parler sans avocat. Ah, mais c'est une évidence. Parce que même si vous avez le sentiment que vous êtes innocent, c'est pas que le sentiment, c'est-à-dire que vous êtes innocent, vous le savez, mais ça peut très vite se retourner contre vous. Donc qu'est-ce qu'on dit si on se fait arrêter? On dit à la police, oui, je ne parlerai pas tant que je n'ai pas d'avocat. Ah oui, alors, et dans ces cas-là, même si vous ne connaissez pas d'avocat, prenez un avocat commis d'office, oui. Parce que il faut que vos droits soient respectés. Et ça, c'est ma Et puis je peux même vous assurer une chose, Karim, c'est que les policiers, donc les enquêteurs, s'adresseront à vous d'une manière différente. Si vous avez un avocat à vos côtés. Voilà. Parce que sinon, ils peuvent se permettre des petites largesses en l'absence d'avocat. Vous voyez? Je ne parle pas de violence. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut... Oui, non, je ne sais pas. Ah si, ça arrive. Ça arrive? Oui, bien sûr. Oui. Mais on n'est pas dans un monde... Oui. Il y a des méchants partout, j'ai envie de dire. Oui, il y a des brebis galeuses. Quelle est la différence entre un avocat commis d'office et un avocat comme vous? Alors, je n'ai jamais été avocat commis d'office. Après... Je ne parle pas au niveau littéraire, hein, je parle au niveau d'une personne qui doit choisir.
Bah, déjà, c'est le montant des honoraires. Ah oui, Non, c'est mais, sûr. mais en fait, il faut que vous compreniez aussi une chose. L'avocat commis d'office, lui, il est inscrit sur une liste, d'accord ? Donc, en général, soit on le fait par éthique, soit on le fait parce qu'on n'a pas de clientèle, ok ? Et on n'est pas beaucoup payé. C'est-à-dire que vous êtes d'astreinte, vous travaillez toute une journée, donc Oui, soit... oui. Et c'est-à-dire que vous plaidiez dans la journée 10 dossiers ou que vous en plaidiez 2, parce que l'audience n'est pas très chargée, vous êtes payé pareil. Et puis surtout, vous n'avez pas de reconnaissance du client. Donc, c'est-à-dire que lui, il vous considère un peu comme de la merde. C'est-à-dire que déjà, voilà, vous Il y a êtes moins de assez bête. reconnaissance, ouais. Mais complètement. Il y a moins d'intimité, il y a moins de... Le lien est moins fort. Mais c'est surtout la reconnaissance. Même si on fait ce métier, on ne devrait pas être en attente de reconnaissance, mais je veux dire quand même, quand on se mouille la chemise pour la défense d'un de nos clients, je veux dire, c'est à minima qu'on est content qu'ils nous disent merci derrière. Et quand vous êtes commis d'office, ils en ont strictement rien à faire. Mais alors vraiment. Donc un avocat commis d'office plaide moins bien qu'un avocat... Alors, l'avocat commis d'office, en général, il est assez jeune. C'est parce qu'il vient de sortir de l'école, il veut faire ses premières armes, donc voilà, il fait du pénal tout venant. C'est pas qu'il est moins compétent, moins bon. On perd avec un avocat commis d'office, du coup. Ben, il y en a quand même qui se défoncent, surtout. C'est rare. En fait, ils y mettent pas vraiment non plus comme si vous aviez qu'un dossier. Parce que donc, je vous dis, dans la journée, donc quand vous êtes commis d'office dans une journée de comparution immédiate, vous avez donc 5, 6 dossiers. Donc vous devez aller les voir au dépôt. Ils doivent ensuite voir l'assistante sociale pour pouvoir faire une espèce d'examen psychologique, là, rapide. C'est une course contre la montre, quoi. Et puis, donc, vous n'avez pas le temps vraiment de rentrer dans les dossiers. Donc, forcément, la défense s'en ressent. Je veux dire, c'est logique. Est-ce que vous voulez bien faire un petit jeu avec moi ? Je suis très joueuse. Je vous donne 2 propositions et vous en choisissez une. Entendu. Défendre ou accompagner ? Défendre. Le cœur ou la raison ? Le cœur. C'est vrai ? Ouais. Oui, mais dans ce que vous m'avez dit, des fois, c'est la raison, non ? Non, je le fais toujours avec le cœur. Toujours avec le cœur. Toujours. Dans la lumière ou dans l'ombre ? Dans la lumière. Plaider ou négocier ? Plaider. Jamais négociation. Ça arrive, ça ? C'est vraiment très rare. C'est vraiment très rare. Parce qu'en général, quand on veut négocier face à une personne qui pense qu'elle va s'en sortir avec je parle surtout en droit de la famille, hein, avec beaucoup d'argent, c'est là où il se trompe et donc vaut mieux aller plaider. Vaut mieux que ce soit le magistrat qui tranche. Client difficile ou client discret ? Alors, vous entendez quoi par difficile ? C'est-à-dire un gros dossier, comme on en a parlé, hein, avec des grosses affaires, des grands criminels. Et discret, donc ce serait plutôt un petit dossier de droit des affaires, col blanc, exactement. blanchiment d'argent, abus de biens sociaux. Plus tranquille, j'ai envie de dire. Non, vraiment du droit pénal lourd. Ouais. Ouais. Client difficile. Ouais, client difficile, bien sûr. Ah oui, C'est mieux. c'est beaucoup plus grisant. Justice ou vérité ? Mais j'adore vos questions. Hein. J'adore vos questions. C'est gentil. Justice ou vérité ? Justice. Ça, ça reflète un peu ce que vous dites aussi depuis le début de l'émission. Oui. Oui, parce qu'il y a la vérité judiciaire, oui. mais est-ce que c'est la réalité ? Non. Voilà. Donc, vaut mieux la justice que la vérité. Moi, personnellement, ça aurait été la vérité. C'est tout à votre honneur. Tribunal ou média ? Tribunal. Moi, vraiment, pour rien au monde, j'arrêterais mon métier. Alors c'est bien, hein, les plateaux télé, etc. C'est extraordinaire, vraiment. J'ai une chance et j'en suis vraiment très reconnaissante. Mais j'ai besoin d'être au contact de la réalité. J'ai besoin d'être dans les prétoires. J'ai besoin de plaider. J'ai besoin de défendre. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de sauver les gens. J'ai un peu le syndrome de la sauveuse. En tout cas, je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Mais c'est important de se dire que grâce à nous, on a pu sortir quelqu'un de l'impasse. Vraiment, vraiment. Après avoir plaidé, vous êtes essoufflé ? On est lessivé. Lessivé. Ah oui, vraiment. Ouais. Parce qu'on a tout donné. Parce que, d'une part, on ne va pas plaider avec la fleur au fusil. On a toujours un peu le tract, parce que, mine de rien, on gère des vies. La vie. Quand vous avez des gens qui encourent des réclusions criminelles à perpétuité,
Vous n'y allez pas Leur comme vie ça. qui est en jeu, oui. Ouais, mais la perpétuité, c'est quelque chose, quoi. Donc là, par exemple, pour mon client qui a tué le compagnon de son ex-compagne, bah oui, lui, c'est perpétuité, puisqu'il est poursuivi pour assassinat. Donc là, j'ai un interrogatoire bientôt pour lui. Voilà, j'y vais pas tranquillement. Hein, mais une fois qu'on a tout donné, une fois qu'on a plaidé, il faut vraiment un temps pour se recharger. Parce que c'est fort. Et surtout, on sait que la personne nous a tout confié. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je tiens. C'est-à-dire que si on n'a pas une vie équilibrée, et si on est perdu dans nos addictions, parce que malheureusement, ce métier, comme il y a une forte pression, il y a beaucoup de confrères qui tombent dans l'alcool, qui tombent dans la drogue, dans les jeux, dans le sexe aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment être solide et avoir une vie équilibrée, avoir un entourage sain pour que Faire on du puisse... sport. Oui, c'est vrai. Mais pour que voilà, on puisse continuer à exercer et défendre au mieux nos clients. Secret ou vérité? Ah, intéressant. Secret. Perpétuité ou peine de mort? Vous posez la question à moi? Oui. Mais quand même, Karim. Je sais pas. Peine de mort. Non, je plaisante. Je plaisante. Perpétuité. Perpétuité. Vous vous rendez compte qu'avant, avant l'abolition de la peine de mort, l'avocat devait assister à la décapitation, en tout cas à la mort de son client, pour s'assurer que les règles étaient bien Obligatoire. respectées. C'était obligatoire. Ah, c'est fou. Vous vous rendez compte? Donc en fait, déjà, malheureusement, vous avez ce poids parce que vous dites que vous n'avez pas réussi à le faire, à lui éviter la mort, et qu'en plus de ça, vous devez assister Jusqu'au bout. Horrible, hein? Donc, Vous êtes né dans la bonne époque. c'est ça. Risque ou sécurité? Risque. Ça, on l'a ressenti. Ah. Passion ou raison? Passion. Vous voyez, il y a des choses comme ça sort tout C'est seul. vrai, Hein? c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez un regret dans votre carrière? Vous êtes dit, j'aurais dû faire autrement. Sur un dossier en particulier? Surtout. Non. Je suis extrêmement fière de mon parcours. J'ai de très jolis projets. L'année 2026 est incroyable. Et je sais que je vais aller loin, mais je n'ai aucun regret. Et au contraire, je me dis que tout ce qui s'est passé dans mon parcours fait qu'aujourd'hui j'en suis là et que je vais encore aller plus loin. Merci. Merci, maître. C'est déjà fini. Ouais, Mais c'est passé à une vitesse. Ça passe très vite et c'était très intéressant. Mais avant de terminer, j'ai un petit écho dans ma tête. Je crois que vous êtes sur un livre. Oui. Je ne sais pas si on peut en parler, mais en tout cas, c'est un livre qui devrait normalement sortir. Oui. On ne sait pas quand. J'ai pas le droit d'en parler. Vous n'avez pas du tout le droit d'en parler. Alors, la seule chose que je peux vous dire, donc déjà, ça me permettra de venir pour un deuxième podcast avec vous, Karim, quand il sortira. Mais en tout cas, c'est un petit bébé, et ça faisait 3 ans que j'étais dessus. Je l'ai terminé cet été, et je vais être accompagnée par une grande maison d'édition, et je suis très heureuse, mais j'en parlerai quand il faudra. C'est important pour vous de le faire ? Oui, parce que, alors je peux même pas parler du contenu, mais oui, c'était important. Déjà, c'est en rapport avec mon métier, mais j'avais besoin de partager ce que j'ai vécu. Donc oui, c'était important. Et puis surtout, aujourd'hui aussi, en tant qu'avocat, d'écrire et d'éditer un livre, ça nous crédibilise davantage. Non, mais c'est vrai, c'est aussi un outil de communication, et donc bon, j'espère que les ventes seront florissantes et que. On vous le souhaite. Je vous le dédicace. On espère. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. C'est très intéressant. En tout cas, merci de votre présence. Merci à vous, Karim. Merci de votre sincérité, de votre honnêteté, de votre courage dans ce que vous dites, parce que moi, je suis très impressionné par vous. Vous nous avez montré aujourd'hui qu'avocat, c'est pas seulement plaider, c'est pas seulement aller au tribunal. Il y a plein de choses autour. Et merci encore. Merci, Karim. À très vite. À très vite. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Cette émission a été réalisée par Underground Productions. L'émission est à revoir sur scrolltvradio.com. À très bientôt.